Bonjour à toutes et à tous, ça va être très rapide. Je vais inviter pour cette première table ronde Madame Géraldine Flieger, professeure en politique urbaine et de l'environnement à l'Université de Genève et maire de Saint-Gingolph. Madame Cécile Claverol, journaliste vice-présidente et secrétaire nationale de France Nature Environnement et membre du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Renaud Père, vice-président de la métropole du Grand Lyon et également l'heureux président de Foncier Solidaire France. Guillaume Pasquier, directeur des investissements à la Société des nouveaux propriétaires. Et enfin Guillaume Fauvet, maire de Saint-Denis-les-Bourgs et vice-président à la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse. Bonjour, merci pour votre présence pour cette table ronde dont le thème sera comment partager le foncier entre les différents besoins, comment le gérer mieux. La sémantique a une importance forte, on l'a vu hier avec l'abécédaire de M. Hoffner. Et du coup, le mot partage a vraiment une signification forte, y compris en matière foncière. Et la question, c'est comment partager le foncier entre les différents besoins. Et est-ce que la clé ne serait pas plutôt comment partager les différents besoins sur un même foncier? Je vais être très rapide, je vais vous passer tout de suite la parole, Madame Claverol, en tant que rapporteur de l'avis du Conseil intitulé Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière? Qu'est-ce que ce rapport nous apprend sur la gestion foncière pratiquée jusqu'aujourd'hui? Merci de m'avoir invité, de me donner la parole. Puisque c'est le mot partage qui commence, nous avons écrit dans cet avis « Le foncier est le socle d'enjeux sociétaux multiples qui devraient être considérés dans l'optique d'un partage au bénéfice de l'intérêt collectif, général et commun à tous les êtres vivants ». C'est un extrait. Cet avis du CESE, il développe déjà dans une première partie assez longue en quoi le sol est un bien commun. Ce qui a été abordé hier, sans entrer forcément dans le détail, les fonctions du sol qui sont liées au cycle du vivant, le stockage du carbone, la régulation des flux d'eau, le réservoir de biodiversité, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et ces fonctions intrinsèques du sol lui donnent une vocation nourricière, évidemment. Et notre souveraineté alimentaire, elle commence là, dans le sol, dans le respect du sol, dans le respect de sa destination première de fourniture de biomasse alimentaire, donc sol agricole, pourvoyeur d'alimentation. Et la souveraineté alimentaire de demain, elle est liée impérativement à ce respect du sol, le respect actuel. Le sol, c'est la ressource, le capital clé de demain pour notre nourriture. Pas que, parce qu'il y a tout ce que vous faites à côté, mais quand même, voilà, on mange tous les jours et on en a absolument besoin. Et par contre, ce n'est sans doute pas une raison pour lui donner une obligation de rente foncière, mais ça, j'y reviendrai après. Un bien commun, par définition, ce n'est pas rentable. La santé, c'est pas rentable, par exemple. C'est une petite parenthèse. Ce que l'on a dit aussi dans cet avis, c'est que le sol est un impensé juridique. Il n'est pas protégé en tant que tel, en tant que dans ses fonctions. Et nous avons aussi mis en exergue que nous vivons sur une planète finie. Et en fait, la notion de ZAN, de zéro artificialisation nette, revient à reconnaître que nous devons gérer la rareté du foncier, la rareté du sol, et préserver impérativement les équilibres entre les différents usages que nous en faisons, usages agricoles, naturels, sol urbanisé, etc. Et sur une planète finie, une notion importante aussi, le changement d'usage des espaces ne peut plus être compensé. La compensation, c'est un leurre. Ce que j'ai retrouvé aussi dans pas mal d'interventions d'hier, comme nous avons beaucoup de mal à penser global, nous ne voyons pas, ou nous avons du mal à voir, les interrelations, la complexité des processus, les impacts de toutes les décisions d'aménagement.
Et le cloisonnement des services rendus par les sols ne permet pas, ou permet mal, le partage des usages. Et dernière chose, ces concurrences d'usage, de même que la spéculation, font oublier les fonctions essentielles du sol. J'entends bien que les personnes présentes ici, apparemment, vous ne les avez pas oubliées. Mais voilà, dans l'ensemble, souvent, elles sont méconnues, ça a été dit tout de suite, pas assez travaillées. Et du coup, quand on oublie ces fonctions essentielles, on est hors sol, voilà, pour le dire comme ça, alors qu'on dépend tous de ces fonctions essentielles et que la technologie ne nous sauvera pas des sols, du manque de sols vivants. Alors moi qui n'œuvre pas dans les mêmes sphères que vous, hein, je suis admiratif de votre travail, mais ce n'est pas le mien, j'ai entendu hier des choses passionnantes, à la fois sur les limites avec lesquelles vous vous battez, mais aussi sur la nécessité de penser autrement, de déconstruire en fait nos modes de pensée. Parce que si nous continuons, enfin, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, ça a été dit bien mieux que moi, mais si nous continuons à penser sur le modèle qui est en train de détruire notre système vivant, eh ben nous avons vraiment du mal à... Voilà. Donc il faut vraiment changer. Il a été beaucoup question de prix, par exemple, dans les débats d'hier, de prix du foncier, rente foncière, etc. Je l'aborderai dans la dernière question parce que voilà, c'est une proposition un peu iconoclaste, mais quelque part, il faudrait que ce fonction n'ait plus de prix. Il est tellement important qu'il n'a plus de prix et qu'il devienne, entre guillemets, gratuit. Alors, ça a été plus ou moins dit par certaines expériences, certaines personnes, etc. C'est assez intéressant, mais parce qu'on voit bien que cette fuite en avant du prix du foncier, elle nous empêche. Elle vous empêche, elle nous empêche de vivre, elle vous empêche d'aménager d'une façon assez positive. J'ai été un peu choquée par l'expression tout de suite, le prix du vide, et tout de suite après, les espaces verts. Les espaces verts seraient-ils du vide? Mon Dieu. Enfin, c'est un peu... en fait, dans le contexte de dérèglement climatique, les espaces urbanisés vont absolument avoir besoin de végétaux. Voilà, c'est une évidence. Et donc, les espaces verts sont absolument indispensables. Voilà. J'ai aussi été frappée par l'enthousiasme d'hier de beaucoup de propos, de beaucoup d'exemples, et dans les discussions en dehors aussi des ateliers. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tout ce que l'on a écrit dans cet avis, tout ce que moi je prône en tant qu'environnementaliste et responsable d'une ONG environnementale, voilà, il y a plein d'entre vous qui les mettent en œuvre et ça, c'est vraiment rassurant. Merci pour cette intervention, pour votre réponse. Madame Flieger, vous êtes, je l'ai dit, professeure d'université. Vous êtes également maire d'une merveilleuse commune qui détient tous les enjeux de la Haute-Savoie. Elle est magnifique. Et elle est entre lac et montagne et elle est frontalière. Comment, sur un territoire de prime abord si contraint, comment est-ce qu'on organise le maillage territorial? Comment est-ce qu'on définit ce foncier un peu restreint entre les différents besoins? Et de votre point de vue de scientifique également, c'est ça qui est intéressant. Quelles sont les clés de succès ou les difficultés qu'on doit surmonter? Merci beaucoup. Oui, donc c'est vrai que je dois dire que quand je me suis présentée comme maire de Saint-Gingolph, c'était, et je l'ai fait d'ailleurs en toute transparence avec la complicité des habitants, dans une logique de pouvoir tester des choses, dans une logique de laboratoire quelque part, et avec, comme politologue de l'urbain, la conscience que quand on est maire d'une commune aussi petite et particulière à la frontière franco-suisse, eh bien on a très peu de ressources pour avancer. Et à la manière des travaux du politologue américain Clarence Stone, on doit en fait composer, assembler des ressources pour pouvoir travailler, de droit, de finances, d'organisation et aussi la ressource foncière. Car Saint-Gingolph est une commune où le foncier est rare avant même le ZAN,
car on se situe entre lac et montagne, comme vous l'avez bien dit, et la loi littorale a été un facteur clé de frein à l'expansion de la partie française du village de Saint-Gingolph, qui est parfaitement coupé en deux. Il y a 2 communes, 2 maires, 2 nationalités, mais un seul village. Et la partie française du village, on le voit d'ailleurs très bien, elle est très compacte. Du fait, c'est directement le produit de l'application de la loi littorale depuis plusieurs décennies. Et cela, ça produit une tension sur le foncier bâti ou le peu de foncier à bâtir qui est vraiment considérable. Et donc, on a dû s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Et je pense que sans doute le lendemain de mon élection en quête de ressources, je me suis immédiatement tournée vers l'EPF, car j'en ai bien vu le potentiel à l'époque. Et je vais aussi pouvoir en parler des limites, parce que c'est là-dessus que vous m'avez interrogé aussi. Alors, l'EPF, on l'a mis à profit typiquement pour permettre de défendre l'utilité publique dans un contexte d'inflation du coût permanent du coût du foncier. Pour donner une idée aujourd'hui sur la répercussion du coût du foncier sur l'immobilier, Saint-Gingolph, un logement neuf, c'est à peu près 7 500 € le mètre carré. C'est plus cher qu'à Évian. Dans l'ancien, on est à 5 000 €. On est un village de 900 habitants, côté français. Donc, on a une vraie pression qui se répercute aussi sur l'immobilier. Et cela, ça nécessitait de devoir intervenir sur 3 fronts. Donc, on a travaillé avec l'EPF sur la requalification d'une ancienne usine de saucisses, où on a fait dedans une crèche et une maison médicale, et un garage pour quand même amener du service aux habitants, grâce à un bail très longue durée avec l'EPF, un bail pour équipement public. Nous sommes intervenus grâce à l'EPF en cœur d'îlot, au plein centre-bourg, pour recréer une poche de stationnement pour les commerces et permettre ainsi de requalifier l'axe principal et d'élargir les trottoirs et supprimer le stationnement linéaire. Nous sommes intervenus avec l'EPF pour créer à ce stade 8 logements communaux, dont 4 sociaux, pour permettre de loger une partie, ça suffit largement pas, de nos salariés en euros. Donc une maîtresse d'école, un autre responsable des services techniques, le chef du nouveau commerce de la boucherie, notre orthophoniste, pour vous donner une idée du type du spectre de personnes qu'on a besoin de loger, si on veut encore avoir des services. Et puis on a aussi travaillé avec l'EPF pour faire tomber la charge foncière pour les commerces, pour reconquérir des surfaces commerciales, car même un pas de porte fermé depuis 20 ans vaut de l'or, tellement la ressource. La rente pèse très très lourd sur la charge foncière. Donc par exemple, un boucher qui voulait s'installer, pour simplement rentrer dans un vieux commerce délabré, il devait mettre 200 000 € sur la table. Et les banques lui prêtaient à 12 ans. Et là, on a pu travailler à 25 ans, faire tomber la charge foncière, le coût du loyer pour lui. Et c'est ainsi qu'on a créé, grâce à l'EPF, une boucherie, une fromagerie est en travaux, un bureau d'information touristique en lien avec l'Office de tourisme intercommunal, et puis un atelier de production des perles du lac, magnifique atelier artisanal à partir des écailles de poisson. Je pourrais vous les montrer, je les porte là aujourd'hui. Là où on a réussi, donc ça sont vraiment des succès, on a vraiment réussi à avancer, là où on a atteint des limites, et je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ça rejoint ce qui a été dit dans un des comptes rendus et d'une des propositions de Sylvain Tranois, c'est sur le renouvellement urbain. Sur certaines parcelles, on est arrivé à travailler grâce à de l'initiative privée parce qu'on avait des tènements assez grands et surtout proches du lac, voilà. Mais comme on est coincé entre lac et montagne, très vite, retrouver une assiette foncière pour faire du renouvellement urbain, ça passe par des fondations spéciales, ça passe par de la démolition, parce qu'on est sur des immeubles qui sont extrêmement difficiles à reconstruire. Là, je vois, on a essayé de refaire la fromagerie
dans le bâtiment existant et elle s'est quasiment tout effondrée pendant qu'on l'a rénovée. Et là, on a un énorme souci sur Saint-Gingolph qui est sur 3 ou 4 bâtiments qui sont vraiment des taudis, des friches, sont plus aucune valeur, de logements, qui sont loués actuellement par des marchands de sommeil à 1 000 € les 40 mètres carrés avec des blattes sur les murs, et où on ne peut pas intervenir parce que ce bâtiment, cette bâtisse, elle vaut 500 000 balles. Et 500 000 €, on en a comme ça 4 immeubles en cours de vente et qui ne trouvent pas preneur parce que c'est des coûts de rénovation considérables, des coûts d'intervention monumentaux, parce qu'on subit exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le coût de la rente qui pèse très très lourd sur le sol, sur ce sol bâti, ce sont des bâtiments qui datent de la fin du 19e siècle, et où là, la seule possibilité d'intervention, ça serait d'avoir, par exemple, une foncière qui travaille sur 100 ans et qui permet, mais je suis très sérieuse, parce que même à 25 ans, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire tomber le coût et à stopper ce processus. Et comme on a pu le voir en Suisse dans l'atelier hier, qui travaille sur 100 ans, sur le modèle de coopérative, avec un portage très très long, puisque en plus on a appris que les taux d'intérêt allaient tous retomber à 0 très bientôt, donc pourquoi pas. Non mais c'est même plus ça qui est en jeu, et pour vraiment arriver à faire tomber la charge foncière, pour pouvoir renouveler, parce que là actuellement, dans ce cas d'espèce, on n'y arrivera pas, il ne se passera rien, et ce sont des logements où la seule chose qui pourra arriver, c'est qu'un jour, ils soient plus louables du tout, du fait des réglementations énergétiques. Merci beaucoup, ça fait un lien évident avec la question que je vais poser à M. Renaud Père, vice-président à Métropole Lyonnaise, qui est bien connu dans la région, dans ses politiques d'aménagement et dans ses grandes opérations d'aménagement. Et justement, dans le cadre de ces opérations, comment est-ce qu'on fait pour trouver des équilibres économiques dans le cas où il y a des rentes foncières qui sont très, très importantes, avant que un jour le foncier soit un bien commun à 0? Bon alors, quelques mots, et en plus, comme je pense qu'ici on peut dire aussi sa profession, et donc que je suis universitaire, j'ai quand même une petite réflexion globale. Malheureusement, je ne pouvais pas être là hier, mais ma collègue Béatrice Vessillier, on s'est croisés hier soir, donc m'a fait quelques retours sur la journée d'hier. Un mot très général, puis après, vraiment, je parle du territoire et je tente de répondre à votre question. Ce que je perçois dans les échanges qui ont eu lieu hier, c'est une forme de vertige optimiste. Et d'ailleurs, dans le titre, il y a cela. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est à la croisée des chemins et qu'il y a une pensée en constitution, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Souvent, on fait des comparaisons. Et on sait que la transition dans laquelle nous sommes engagés, dont nous devons devenir les acteurs, et c'est tout ça l'enjeu, n'est pas sans nous faire penser à la révolution industrielle et à ce qu'elle a permis de penser, notamment en termes de progrès social, notamment en termes... il y a sur bien des points des virages qui n'ont pas été pris il y a plus de 100 ans. Et je sais qu'on cite beaucoup Edgar Pisani, mais on peut aussi citer des socialistes qui ont fait de la question foncière une question majeure, mais qui n'ont pas réussi à transformer l'essai. Quand les socialistes se présentent pour la première fois de manière un peu organisée aux élections municipales, c'était les élections de 1908, ils s'appuient notamment sur une partie d'études, pour la première fois. Et il y a une étude qui est majeure, mais qui ne donnera pas lieu à une concrétisation comme les sociodémocrates le feront à Vienne dans les années 1920, c'est l'étude de Maurice Halbwachs qui s'appelle « La politique foncière des municipalités ». Et ce petit livre nous dit toute une série de choses qui n'ont pas été transformées, qui était de dire un des enjeux du socialisme moderne, alors désolé on pourrait mettre d'autres termes peut-être aujourd'hui, mais bon, c'est quand même un joli mot, un des enjeux du socialisme moderne, c'est précisément la maîtrise et la régulation du foncier. Et c'est ce qui va finalement être un essai non transformé.
Alors moi, je vous parle d'un territoire qui est un territoire extrêmement tendu. Donc je reviens avec ma casquette pour laquelle vous m'avez invité. Donc un des territoires qui est extrêmement tendu, qui connaît ce que nous connaissons dans d'autres territoires de la région, mais avec d'autres réalités. D'abord parce qu'il y a évidemment une raréfaction du foncier. Évidemment, d'abord et avant tout pour le cœur de la métropole de Lyon, je pense à Lyon et Villeurbanne, le caractère fini. Il y a un moment où on atteint les limites. Il y a toujours des exceptions, mais on sait qu'il y a... Et puis, deuxièmement, il y a la nécessité quand même d'anticiper le zéro artificialisation nette. Donc, il y a une raréfaction. Et deuxième élément, il y a une spéculation. Il y a eu une spéculation. Il y a eu une phase d'accélération des prix du foncier considérable dans la métropole lyonnaise, en lien évidemment avec son attractivité retrouvée, décuplée, notamment des années 2000, surtout si on évoque cela. Par ailleurs, nous avons une réalité qui nous permet de penser des choses. On ne peut pas oublier que sur ce territoire, un grand propriétaire foncier, les hospices, donc les hôpitaux, les hospices civils, avaient mis en place un système de contrôle du foncier avec les baux amphithéotiques très vite renommés baux HCL, dont les effets quand même sur les prix sont absolument proches de zéro, quand je parle des prix de vente, et donc ça, c'est aussi un élément qu'on doit avoir à l'esprit. Et puis plus récemment, pour quand même rentrer dans le vif du sujet, c'est tous les dispositifs qui ont été multipliés, évidemment un nombre de ZAC considérable, avec la capacité quand même d'aller sur précisément la charge foncière et essayer de rendre possible des opérations à condition que les pouvoirs publics s'y retrouvent dans la programmation en matière d'habitat. C'est aussi les PUP, on parle des acronymes, mais qui permettent de mettre à contribution. Mais tout cela, j'ai envie de dire, si on est très honnête, et si j'y ajoute même un dernier point que nous avons mis en place avec l'accord du maire de Lyon et du maire de Villeurbanne, la taxe d'aménagement majorée, qui permet donc de dire, dans un certain nombre de morceaux de notre territoire, eh bien, nous mettons à contribution. Mais néanmoins, ce n'est pas très satisfaisant si on se le dit très concrètement. On est quand même au début d'un parcours, mais qui, finalement, ne pose pas quand même tous les enjeux, et notamment les enjeux entre la plus-value qui fait partie du jeu. Alors, c'est vrai que comment, à un moment, on sort du marché, ça, c'est autre chose, mais il y a la plus-value et la rente. Et ça, on n'arrive pas à trancher. Ça ne nous empêche pas d'engager des choses. Et c'est là où je finis, parce que je sais que le temps est très limité et que je l'ai déjà dépassé. D'abord, par notre capacité, par la bonne santé aussi, il faut bien le dire, de la collectivité métropole de Lyon, il y a une capacité à faire des réserves foncières. Avec des choses extrêmement intéressantes. Alors je vois Agnès Touvenot au premier rang, donc je pense à un des grands fonciers qu'on a acheté en tout début de mandat, qui était une ancienne usine, l'usine Popst, qui aura un autre usage. On ne l'avait pas en 2020, ni la ville de Villeurbanne, ni la métropole de Lyon, donc on se donne du temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas l'objet de nos politiques publiques, parce que pour le coup, via l'urbanisme transitoire, il y a de l'accueil et de l'hospitalité, il y a de l'activité économique et de l'activité culturelle. Mais on fait pareil avec d'ailleurs d'autres pourvoyeurs de foncier. On vient de racheter une partie du foncier SNCF, notamment avec des grands événements culturels, ce qu'on appelle maintenant le lieu des grandes locaux. Et d'autres encore, je ne vais pas les détailler. Il y a cette action qui est majeure. Mais quand même, il faut se dire une chose. La métropole n'est pas seule pourvoyeur de foncier. Moi, ça fait, je vais dire 2 ans, je crois, que je demande à l'État à ce qu'on se mette autour de la table avec les armées, avec aussi la SNCF, pour le dire très clairement, avec les fameux hospices civils de Lyon, les universités, et qu'ensemble, on se dise qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une situation où, de toute façon, les opportunités foncières seront de moins en moins là. On s'est engagé dans le bail réel solidaire, mais comme je sais que j'aurai une relance là-dessus, je vais gagner du temps. Même si, je le dis aussi très clairement, mais je le dirai dans quelques instants, le bail réel solidaire a permis un changement culturel, mais c'est notamment, je ne sais pas si c'est le fait que c'est une nouvelle forme de propriété, c'est probablement pour moi une nouvelle forme de sécurité dans le logement. J'y reviendrai probablement. Et puis, bien sûr, nous avons multiplié l'action foncière pour le logement abordable. 40 millions d'euros annuels
entre 2021, 2022, 2023 pour acheter des immeubles et pour faire du logement abordable. Et pour la première fois, de manière quasiment systématique, nous ne le cédons pas aux bailleurs. Nous le gardons en bail amphithéotique. Petit clin d'œil au Maurice Halbwachs que je citais en accroche en disant « c'est aussi ça quand même, notre responsabilité à nous, acteurs politiques, c'est-à-dire de contrôler dans le temps long quand même le foncier, notamment pour nos politiques publiques et pour loger toutes et tous, parce que ça c'est quand même un des grands défis de nos villes. » Merci beaucoup. Guillaume Fauvet, vice-président d'une agglomération entre Lyon, la métropole lyonnaise, et entre la métropole genevoise, dans un contexte de desserrement de ces métropoles, comment est-ce qu'on conserve des marges de manœuvre sur le foncier, justement, comme on l'a dit, hein, les questions de rente foncière, des fonciers qui sont extrêmement chers, comment est-ce qu'on est capable de continuer à performer, d'être attractif sur un territoire comme le vôtre? Oui, alors Bourg, c'est effectivement le territoire qui est en 1 heure entre Lyon et Genève. Historiquement, en fait, on a toujours vécu le dos en fait derrière Lyon. Voilà, parce qu'on est dans l'Ain, c'est un département industriel riche, assez dynamique finalement. Et puis on pouvait se développer en fait sans travailler avec Lyon. Et puis de toute façon, de fait, on se rend compte, il y a plein d'indicateurs très concrets qui montrent qu'il y a un desserrement aujourd'hui de la métropole lyonnaise qui arrive. Il suffit d'aller, comme moi, le matin sur le quai de la gare pour voir les navetteurs. Les trains sont pleins, ils sont même doublés. Il suffit, comme demain je vais le faire, accueillir de nouveaux habitants. Chaque fois, il y a des Lyonnais qui viennent de la retraite ou qui télétravaillent, qui viennent s'installer. Voilà, et finalement, on dit que c'est tant mieux. On a un territoire qui est attractif, une ville à la campagne. Et puis, on voit arriver les opérateurs aussi, probablement, en fait, qui n'ont plus trop leur place sur Lyon. Nous, on le voit, en fait, de manière assez positive, parce que peut-être contrairement aux témoignages, en fait, dans les territoires tendus, nous, on a plutôt à faire face, en fait, à une diminution de notre croissance démographique. Les données INSEE, ONFAL nous interpellent. Pour autant, moi, je partage complètement quand même, à la fois si c'est une opportunité, les craintes qu'il peut y avoir que vous évoquez, en tout cas le fait qu'il faut vraiment anticiper, maîtriser le foncier pour maîtriser le profit, etc. Moi, la première relation que j'ai eue avec Foncier en débat, c'est même pas Foncier en débat, c'était l'ADEF. Je vois Yann qui a des petits yeux, il a dû se coucher tard hier. Et c'était un article en fait qui s'appelait, je crois, le maire, les propriétaires et les aménageurs. Voilà, c'était vachement inspirant. Moi, j'étais jeune élu, ça me faisait bien marrer. J'étais resté scotché à le maire, l'instit et le curé de Bagnoles. Autant dire que je partais de bas. Voilà, mais c'était vachement inspirant. Et puis finalement, en fait, moi, quand je discute avec mes collègues conseillers, mes adjointes notamment, qui me ramènent sur terre, parce que je suis plutôt un élu sachant, un peu techno, ils me disent on veut bien te faire comprendre, mais confiance, mais on comprend rien. Je reviens des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est des fondamentaux politiques. C'est la somme des intérêts particuliers, fait pas l'intérêt général. Du coup, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est faire de la politique, c'est gérer la cité, et faire de l'urbanisme, c'est faire vivre les gens ensemble. Voilà, ça remet le terme du débat, et finalement, en fait, tous ces changements, revoir la chaîne de l'aménagement et tout, etc. Moi, je le résume, c'est que rabattre les cartes et faire travailler les gens ensemble, faire territoire, c'est faire travailler les gens ensemble. Et puis, c'est pas l'abécédaire d'hier, mais finalement, moi, je voudrais évoquer rapidement avec vous le jeu des 7 familles du foncier. Voilà. Et dans la catégorie planification ou stratégie, je demande la carte élue à 2 niveaux, au niveau du SCOT, et on révise le SCOT. C'est évidemment travailler en urgence sur la planif. Je vois ce soir mon président pour lui dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et qu'on n'arrivera pas à boucler le SCOT avant la fin du mandat. C'est pas possible. Sinon, on va faire des conneries, très honnêtement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du rythme. Voilà, nous, on s'appuie à l'aglo, on avait anticipé, en fusionnant cette interco, et notre SCOT est à l'échelle de l'interco. Et on a un triptyque, projet de territoire, pacte financier et fiscal, schéma de gouvernance. C'est juste fondamental de travailler là-dessus. Pas le temps de développer, mais c'est vraiment important d'embarquer tout le monde. Et souvent, en fait, les élus qui pilotent les politiques territoriales, c'est les élus des grosses communes. Et il y a toujours le pressenti que ça vient par le haut, que c'est toujours aux grosses communes que ça profite. On ne fera pas, en fait, le SCOT, le ZAN, la sobriété foncière, par le haut, mais ça doit venir par le bas.
Ça n'enlève pas toute responsabilité individuelle des élus, des maires. Moi, c'est ce que je leur dis. Je ne me fais pas des copains, mais ça ne fait rien. Ils ont voulu garder la compétence urbanisme. Il faut qu'ils assument la compétence foncière. Voilà, c'est pour ça qu'on a, nous, lancé une stratégie foncière avant la révision du PLU pour qu'ils puissent rechercher les gisements et qu'ils puissent anticiper. Et là, on a tous à convaincre, c'est souvent un non-dit, mais une sacrée schizophrénie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a affaire sobriété, mais à la fois, les affaires continuent et on fait du développement parce qu'il y a de la fiscalité et que ça équilibre nos budgets. Voilà, donc à un moment, il faudra remettre la fiscalité au cœur quand même du projet d'aménagement. Dans la catégorie aide à la décision, l'ingénierie locale, elle est indispensable. On ne peut pas piloter des politiques tout court et des politiques foncières les yeux fermés. C'est pour ça qu'on a adhéré à l'agence d'Urba pour avoir des indicateurs, un observatoire. C'est pour ça que je me bats pour qu'on développe un service aménagement foncier avec des chargés d'études, des chefs de projet en matière de planif, d'action foncière et d'urbanisme opérationnel. C'est pour ça qu'on bosse avec l'EPF, l'agence d'urbanisme, et que moi je vois avec envie ce qui a été fait en Savoie ou en Haute-Savoie sur un cluster d'ingénierie proactif. C'est pour ça, et c'est bientôt les élections européennes, qu'on est allé chercher 250 000 balles pour faire des marchés à de bonne commande d'équipes d'urbanistes, d'ingénieurs, de paysagistes, qu'on met à disposition de l'agglo ou des communes pour les aider à faire des études pré-op, pour les aider à définir ce qu'ils veulent réellement au bout de la chaîne. Dans la catégorie réglementation, j'appelle pas la carte État, parce que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je voudrais simplement dire 3 mots. Simplification, le mieux est l'ennemi du bien. Et territorialisation qui doit se conjuguer avec décentralisation. Il faut que personne l'oublie. Dans la catégorie aménageur, alors ça c'est une carte qui compte double ou triple. J'appelle, dans la catégorie des opérateurs, j'appelle les aménageurs. Alors nous, à Bourg, on avait souvent les bailleurs qui jouaient un rôle d'aménageurs quand même, et puis les lotisseurs, ça se diversifie aussi, il faut qu'on puisse s'adapter. Moi, j'ai été baigné avec la loi parue, l'urbanisme de l'Orne, l'urbanisme de projet, j'adore, Bordeaux, Nantes, Lyon et tout, etc. J'emmène même en fait ma famille en vacances, je les fais chier aller voir des opérations pour vous dire. Voilà. Bourg, Saint-Denis-les-Bourgs, c'est quand même un peu moins feng shui. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que les critères sont les mêmes. Moi, j'étais aussi un jeune élu dynamique qui croyait au développement durable et puis qui avait tendance à dire qu'il ne fallait pas que le volet économique l'emporte sur l'autre. Mais le volet économique est là pour servir les deux autres, sociaux et environnementaux. Ça, je l'ai appris. J'ai appris ce que c'est qu'un bilan aménageur, un compte à rebours. J'ai appris ce que c'est que la question du risque. Et si on n'apprend pas ça et si on ne joue pas avec les opérateurs, avec les cartes qui disposent, on ne peut pas lutter. Et puis, dans la dernière catégorie, qui aurait pu être la première, dans la catégorie bénéficiaire ou électeur, c'est bientôt la fin du mandat, je demande la carte population. Alors, je ne vais pas citer Edgar, comme tout le monde. Moi, je voudrais simplement en fait, évoquer 2 citations d'un mec que je ne connais pas, mais qui m'inspire beaucoup, qui est Jean-Yves Chapuis, qui a des Rennais dans la salle, qui a été VP au SCOT, au foncier, aux formes urbaines, tout est dit, à Rennes, et qui dit qu'on n'habite pas un PLU, on habite un territoire, et qui dit aussi qu'il faut faire passer le projet humain avant le projet urbain. Et franchement, c'est bien le rôle de l'élu local d'aller se confronter à la population, aller comprendre leurs aspirations, leur expliquer aussi qu'il va falloir changer, et encore une fois que l'intérêt particulier, ça ne fait pas l'intérêt général, et que si on veut faire transition, il faudra chercher l'intérêt général autant que l'intérêt particulier. On ne fera pas leur bonheur sans leur consentement, on n'arrivera à rien si on ne les entraîne pas dans l'affaire. Et puis je voulais juste terminer pour dire que, à titre perso, moi quand j'ai été élu, avant d'aller à la mairie, j'emmenais mes filles à la maternelle et je venais d'acheter ma maison. Maintenant, à la fin de mon 3e mandat, je les aide à écrire des lettres de motivation pour trouver du job, elles n'ont pas trop de mal, et je me porte caution pour qu'elles puissent trouver un logement. Et ça me parle vachement tous les jours. Quand je discute avec mes enfants, avec leurs copains, avec des familles, je me rends compte, en fait, j'ai pris des cheveux blancs, finalement, que je détonne moins dans l'assemblée d'élus qu'avant, je ne les perds pas encore. Et ce qui me permet de leur dire, et je m'associe à eux, que même s'il y a une urgence à travailler sur le foncier et la sobriété foncière, on travaille sur des politiques de long terme, c'est pour nos enfants ou nos petits-enfants. Voilà, tout le reste n'est que de la mécanique. Merci beaucoup. Guillaume Pasquier, vous êtes le directeur des investissements de la société Nouveaux Propriétaires, mais vous avez également été en responsabilité
dans le groupe ECT, qui était spécialisé dans la valorisation des terres excavées et dans les diverses opérations d'aménagement. Et lorsqu'on parle de partage du foncier, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait du sol qu'on utilise lorsqu'on fait ces procédures d'aménagement. Et dans le cadre des rentes foncières, notamment, comment est-ce que ces recyclages-là peuvent participer aux équilibres économiques des opérations? Bonjour, oui, en effet, avant de vous parler du projet que je mène en ce moment, un retour sur ce que j'ai fait avant, qui a, je pense, beaucoup de pertinence dans le cadre de nos débats aujourd'hui, sur le foncier, c'est-à-dire un sujet méconnu des aménageurs, et je me mets dedans, puisque j'ai moi-même fait ce métier pendant longtemps, et je ne m'étais pas beaucoup posé la question de que deviennent les terres excavées que tout acte de construction génère inévitablement. Alors, c'est un sujet intéressant, on va le voir, j'espère, plein d'opportunités, mais c'est surtout un sujet majeur, parce que je donne quelques chiffres pour faire prendre conscience des choses. Sur la région parisienne, la métropole du Grand Paris, c'est 25 millions de tonnes chaque année qui se déplacent en camion, parce qu'elles sortent d'un chantier pour aller être mises ailleurs après pour tout type de construction. Et c'est-à-dire des milliers, 3, 4, 5 000 camions par jour qui circulent et qui font parfois des grandes distances. Et les terres dont on parle, ce sont, pour une écrasante majorité, des terres inertes, c'est-à-dire des terres qui sont ni de la terre végétale qui a une valeur positive, dont on sait faire quelque chose, ni de la terre polluée qui va dans des filières spécifiques, mais qui, heureusement, est très minoritaire. Donc le très gros volume, ce sont des terres inertes. Inertes qui, pourtant, ont le statut de déchet. C'est juridique. Dès qu'une terre sort d'une emprise, elle prend le statut de déchet. Ça paraît paradoxal, parce que si vous creusez un trou dans votre jardin, vous n'avez pas l'impression que c'est un déchet. Mais on va voir que c'est à la fois anxiogène et très protecteur, et en fait très utile, ce statut de déchet. Alors qu'est-ce qu'elle devient, cette terre? Il y a une partie qui est remployée sur site, ou à proximité immédiate. Il peut y avoir des besoins typiques, exemple typique, un peu lointain maintenant, parce qu'on n'en fait plus, mais une autoroute, un merlon anti-bruit. Bon, bah, vous creusez pour l'autoroute, vous faites le merlon anti-bruit à côté. Enfin, simple. Bon. Il y a aussi des petits volumes, c'est passionnant, mais c'est des volumes anecdotiques qui sont réutilisés ou utilisés pour faire des choses très positives, comme par exemple des briques de terre pour construire, ou alors reconstituer du substrat fertile. En amendant de la terre inerte avec du compost, on peut refaire de la terre fertile, ce qui peut être très, très utile. C'est passionnant, mais ça ne traite pas du tout le sujet, vous imaginez bien, des 25 millions de tonnes par an. Et le reste, donc, eh ben, c'est là qu'on arrive à la question foncière. Le reste, il faut trouver des endroits pour l'entreposer, pour le mettre en valeur, de la façon la moins gênante possible, voire la plus utile possible. Le temps passant, cette question s'est toujours posée à l'homme qui construit, depuis toujours, mais avec les nouvelles technologies, qui ne sont pas si nouvelles maintenant, mais de transport et de mécanique, on peut creuser de plus en plus, donc il y a de plus en plus de volume, on fait des fondations profondes, des parkings enterrés, etc. Et puis on peut transporter de plus en plus loin. Et donc pendant longtemps, ça n'a pas été un problème, on met dans un camion et on envoie ça pour boucher une carrière à 150 km de là. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces camions, bien entendu, ils ont un impact environnemental très négatif, mais ils ont aussi un impact économique négatif pour l'acte de construction, parce que ça coûte cher. Et aujourd'hui, dans l'équation économique de celui qui construit sur sa terre, l'essentiel de son coût, ce n'est pas du tout le coût d'entreposage et de décharge, c'est le coût de transport. C'est-à-dire qu'il paye pour transporter la terre loin. Et donc, si on est capable de lui offrir une solution plus proche, automatiquement, il fait une très grosse économie. Et automatiquement, s'il fait cette économie, il est tout à fait d'accord pour payer la décharge un peu plus cher. Et ce coût de décharge, il est encaissé par qui? Par celui qui met en œuvre sur le site. Et avec ça, d'un seul coup, on transforme l'équation, et de cette gêne, on peut faire une opportunité. Parce qu'avec ce coût de décharge qu'on encaisse, on peut financer du traitement de foncier dégradé de façon assez remarquable. Puisque certes, c'est pas cher à la tonne, hein, c'est quelques euros. Mais quand on met beaucoup de tonnes, ça fait vite pas mal d'argent. Et avec ça, on peut réemployer sur le site d'accueil pour faire des choses extrêmement positives grâce à cette terre. Alors, dans les années que j'ai passé à travailler sur ce sujet, je vous donne quelques exemples, on a nettoyé des décharges sauvages, dans le Val d'Oise par exemple, 40 000 tonnes de déchets sauvages qui avaient été mis quelque part, l'agriculteur et la commune étaient totalement débordés, on a pris en charge le financement de la mise en filière de ces déchets, remis de la terre, recréé un substrat fertile et rendu un agriculteur. Et tout ça à zéro coût pour la commune. Autre exemple, une friche industrielle à Lens, dans le Pas-de-Calais, qu'on a transformée, qui était absolument plus fertile, il n'y avait plus de terre, qu'on a transformée, on a fait une butte, et on a transformé en une forêt urbaine. On a planté 10 000 arbres. Et tout ça, une fois de plus, sans coût pour la collectivité.
En fait, la limite, c'est on peut faire à peu près tout ce qui est possible avec ce mode économique, du moment qu'on n'a pas à construire derrière. Tout le non bâti. Alors on peut faire des parcs, des équipements sportifs de plein air, des remises en culture agricole, etc. Maintenant, la difficulté, parce que tout ça paraît bien, parce que tout ça paraît parfait, mais c'est forcément un loup, vous allez me le dire. La difficulté, c'est évidemment l'acceptabilité. On l'a dit, la terre est un déchet, et donc quand vous dites aux gens qu'on va entreposer un déchet à côté de chez eux, ça fait rarement plaisir. Donc il y a un travail à mener, très en amont, pour lutter contre ces anxiétés parfaitement légitimes, et développer des projets qui soient contributeurs pour tous. C'est là que le statut de déchet est aussi protecteur, parce que qui dit déchet dit traçabilité, et donc il y a une traçabilité extrêmement rigoureuse mise en œuvre par les services de l'État en particulier, pour que ce soit bien la bonne terre au bon endroit et qu'on sache d'où elle vient surtout. L'autre problème, c'est évidemment le flux de camions. Pendant le chantier, pendant la transformation, tous ceux dont j'ai parlé, il y a une importante concentration de camions pour apporter ces terres. Mais ma conclusion sur ce sujet, c'est que faire entrer le sujet de la terre dans les planifications urbaines, c'est un sujet, à mon avis, très porteur de possibilités positives. Personnellement, je ne l'ai pas fait quand j'étais aménageur, et je le regrette. Si j'avais connu ce modèle économique plus tôt, j'aurais fait des choses intelligentes que j'ai pas fait parce que je n'y avais pas pensé. En particulier, j'ai longtemps travaillé sur un grand campus qui avait besoin d'équipements sportifs. Si on avait vallonné la plaine sportive, on aurait pu payer les terrains de foot sans 1 euro de subvention. Et ça aurait été quand même assez malin pour l'université en question. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Et ça permet, et ça c'est un message, il y a des fonciers qui paraissent désespérés. L'exemple typique, c'est la décharge sauvage, qui s'est installée sur 10 ans et dont on connaît les impacts. Et ben, quand on est confronté à ce genre de sujet, penser à l'opportunité de la terre pour peut-être sauver ces fonciers-là, ça peut être une piste dans la planification urbaine pour faire des espaces publics, des espaces verts qui ont donc une valeur, comme vous disiez, de qualité, sans coût pour la collectivité. Merci, voilà qui peut, je pense, donner des idées à nombre d'entre nous. Renaud Père, vous l'avez un petit peu teasé. Vous êtes vice-président, vous êtes président du réseau foncier solidaire France, dans un contexte de spéculation immobilière forte. C'est les termes que vous avez utilisés. Comment le bail réel solidaire peut s'inscrire, et les OFS qui le portent, bien sûr, peuvent s'inscrire dans cette démarche de foncier partagé, de gestion commune, et puis quelle peut être la place des collectivités territoriales dans ce mouvement-là? Merci beaucoup. Bon, d'abord, le bail réel solidaire, c'est peut-être la meilleure chose qui nous est arrivée dans les dernières années en matière de logement. Parce que le reste, je le cherche désespérément. Bon, il y a un réseau, on y est ensemble. Donc, mais c'est Foncier Solidaire France, entre 80 et 100 OFS, organismes de foncier solidaire. Et aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres au mois de mai, mais on est entre 16 000 et 18 000 logements en bail réel solidaire engagés en France. C'est ça, à peu près. Donc on est sur cette réalité. Donc ça commence, pas mal. Alors c'est vrai que, je le dis, puis après vraiment j'en viens à... C'est d'autant plus énervant qu'il n'y ait pas une ligne, un article dans le projet de loi logement du ministre du Logement. Parce que moi, je le connais, le produit pour la classe moyenne. Et il s'appelle bail réel solidaire. Et il s'appelle en partie logement locatif social, d'ailleurs. Je crois que ce serait quand même important quand même de le rappeler. Mais le bail réel solidaire coche toutes les cases. Et en plus, on peut dire au Premier ministre Attal que sa prédécesseur avait dit, la seule chose qu'elle a dit, en conclusion du CNR Logement, je veux rendre accessible à un plus grand nombre de Français le bail réel solidaire. Problème, on parlait tout à l'heure des mandats locaux et le fait qu'on ne voyait pas l'aboutissement de certaines politiques foncières, ou en tout cas qu'il y avait rupture. Le national n'a pas beaucoup de leçons à nous donner, puisque quand on voit qu'on varie entre un ministre Vergrit qui annonce une loi de décentralisation sur le logement et un ministre Kasberian qui ne dit pas un mot sur la décentralisation, en tout cas pas réellement,
je crois que là, on a quand même une alerte fondamentale. Pourquoi il est populaire, ce bail réel solidaire? D'abord, peut-être, il a opéré une révolution silencieuse. Réellement. Pas, alors je regarde certains dans la salle, pas aussi fortement que l'ont fait les Community Land Trust, d'une certaine manière, mais quand même, pour une des premières fois, parce qu'évidemment, on peut penser au bail emphytéotique, mais c'est totalement différent quand même, hein. Il dissocie la propriété du foncier de la propriété du bâti. Et cette propriété du foncier, ce sont les pouvoirs publics, au sens large du terme, d'une certaine manière, qui la détiennent, cette propriété. Et la propriété du bâti, les propriétaires l'ont durablement. On ne parle pas précisément de baux simplement de 99 ans, comme les baux emphytéotiques, parce que le nouvel acquéreur acquérera le logement en bail réel solidaire, il rechargera pour 99 ans. Donc on est pour la première fois, alors là pour le coup pour la première fois, sur, enfin on ferme les yeux puisque comme on rêve beaucoup, sur une politique publique de l'éternité. Parce que pour la première fois on dit qu'on recharge, on recharge, on recharge. Bon. Donc c'est extrêmement important. Comment ça marche? Alors je prends un peu comment ça marche? Pourquoi ça marche? Sur mon territoire, je suis désolé, je ramène alors qu'on le verrait ailleurs, hein. Moi, je vois très bien comment ça permet de répondre aux attentes des jeunes. Je parle des jeunes actifs, je parle des jeunes ménages, je parle de celles et ceux qui veulent rester dans une commune parce qu'ils y ont grandi, parce qu'ils y ont vécu une partie de leur vie, et qu'ils se disent bah, c'est là que j'ai envie de vivre. C'est là. Oui, je vis dans la métropole, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de grandir, c'est de vivre, peut-être d'élever mes enfants là où j'ai grandi, à Dardilly, dans l'ouest lyonnais, à Villeurbanne, puisque j'en ai obligé de citer Villeurbanne, vu que l'adjointe est au premier rang. Et donc, mais qui en plus est un des lieux où il y a le plus de logements en bail réel solidaire, et qui est une des villes les plus engagées. C'est pas que... Mais ça, c'est très important, parce que ils sont sous conditions de ressources. Ce ne sera qu'une étape de leur parcours résidentiel, très probablement. Bien sûr que c'est rapprocher les salariés. Ce n'est pas pour rien aussi que les salariés de leur activité. Moi, je me souviens du premier bail que j'ai signé. En l'occurrence, c'était à Villeurbanne. Eh bien, c'était une personne qui était extrêmement heureuse de se rapprocher de son lieu d'activité. Son temps de déplacement était divisé par je ne sais combien. Donc c'est quand même une réalité. Ce n'est pas pour rien que Action Logement s'y intéresse au plus haut point et participe au financement de la foncière. On doit encore aller sur d'autres terrains. Je pense que pour le moment, nous n'avons pas, et c'est un débat que nous avons nationalement, pas assez de garanties des banques. Et je pense très concrètement que c'est un formidable outil pour les jeunes retraités. Au moment où ils ont une baisse, jeunes retraités, enfin retraités qui ont vécu toujours comme locataires, baisse de revenus, comment on peut leur apporter une sécurité? Le bail réel solidaire doit y être, mais là, il faut qu'on arrive à convaincre les banques. Et puis, on va inventer d'autres usages, et je finis là-dessus. On va inventer d'autres usages, il faut les trouver. Bien sûr, les copropriétés dégradées. Si on n'arrive pas à trouver le bon outil, peut-être que ça passe par des foncières spécifiques, des OFS spécifiques. Mais si on n'arrive pas à trouver cela, alors on va être dans une situation catastrophique dans notre pays. C'est-à-dire des personnes qui seront chassées, qui auront vécu une ascension sociale par l'accès à la propriété, mais qui ne peuvent plus assumer leurs charges et sont dans cette impasse. Si on leur propose le bail réel solidaire, alors ils et elles resteront propriétaires. Bien sûr, c'est un outil de lutte contre la gentrification sur le temps long. Mais moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire du bail réel solidaire dans les quartiers populaires de la métropole de Lyon. Parce que le marché, on ne va pas se le dire comme ça, mais quand même on va le dire, n'est pas assez tendu et donc il n'y a pas de décote possible. Donc là, il faut qu'on arrive à inventer un portage. C'est peut-être un usage qu'on pourrait avoir du logement locatif intermédiaire en se disant « OK pour le LLI, mais à condition qu'il y ait une vente à terme en bail réel solidaire parce qu'on saura que dans tel quartier de Villeurbanne, à la Duchère ou ailleurs, eh bien, même si aujourd'hui ce n'est pas possible de faire du bail réel solidaire, dans 10 ans il y en aura. » Et puis, vous l'évoquiez dans notre préparation, voilà. Mais bien sûr qu'il y a un décret sur le BRS d'activité. Donc peut-être qu'on peut l'utiliser pour l'activité à côté d'autres outils. Les SEM, qui évidemment sont dédiés à cela. Mais on sait qu'on a quand même un vrai enjeu sur maintenir l'activité, pas que dans les zones les plus détendues, mais au cœur de nos métropoles. Et peut-être que le bail réel d'activité peut être un outil important.
Et comme je vois qu'on vous fait le signe de couper, j'applique tout de suite, puisque j'ai déjà été beaucoup trop bavard. Merci. Il nous reste un petit quart d'heure pour envisager la fin de ce... J'ai mis le chronomètre au début de la table ronde. Madame Flieger, vous êtes associée à Chervalcom, qui est notamment un projet de recherche universitaire sur les biens communs, et qui est également supporté par l'EPF. C'est aussi une manière de faire de la propriété partagée. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, sur la Chervalcom, je vous renvoie plutôt effectivement à tous les travaux qui sont en train d'être lancés, excellents par l'Université de Savoie-Mont-Blanc et tout le groupe de cette chaire sur vraiment une dimension du patrimoine immatériel des Savoies et du Valais et aussi du Val d'Aoste et au-delà de cette propriété collective. C'est vrai qu'à Saint-Gingolph, nous, on a la chance d'avoir ainsi une société bourgeoisiale. La définition elle-même de bien commun, elle est assez variable, somme toute. Il y a la notion d'intérêt commun, de perspective commune sur le foncier. Ça, c'est une première vision. Une autre vision tout à fait complémentaire aussi, c'est la gouvernance en commun des ressources partagées. Et il y a la propriété commune ou collective. Et c'est le cas donc de notre société bourgeoisiale qui est en fait, pour le dépeindre assez rapidement, c'est un groupe de 250, 300 familles qui ont récupéré des bois, des forêts sur le territoire de Saint-Gingolph-France et de Saint-Gingolph-Suisse il y a de ça plusieurs siècles, et qui le gèrent de façon collective depuis lors. C'est une société qui est à cheval sur la frontière, qui donc possède des biens en France, en Suisse. Sur la partie française de ma commune, c'est 500 hectares de forêt sur les 800 hectares du territoire communal. C'est le premier propriétaire de très très loin. La société bourgeoisiale dispose aussi de la propriété de l'église, parce que comme l'église est binationale, il fallait qu'elle reste... Les habitants de Saint-Gingolph, qui ont parfois un côté tribu, voulaient garder la propriété de l'église, de la maison bourgeoisiale, donc du château. Ils sont aussi propriétaires de toute une série de cabanes au bord de l'eau, d'alpages sur la partie haute et du fond de la carrière qui représente leur principale ressource. Avec cet argent, ils ne le redistribuent pas. Je dis toujours à Saint-Gingolph, les bourgeois, ils sont pauvres. Ils ne se versent aucun dividende et ils réinvestissent tout dans leurs biens. Donc, il y a aussi des dimensions très coûteuses de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la gestion de la forêt, qui est globalement un coût, c'est clair. Et ils utilisent la valeur qu'ils arrivent à dégager de biens pour notamment la carrière, pour gérer de la façon la plus durable possible la forêt. Le maintien des alpages, ils ont rénové des chalets d'alpage, c'est des bijoux de patrimoine. Dans l'église, qui du coup n'est pas une charge du tout pour la commune, nous on a juste la propriété du clocher. Et puis, ils gèrent aussi tous les soutiens aux associations du village, aux manifestations sportives, aux voyages scolaires. Et c'est un important mécène pour la commune. On a beaucoup travaillé avec eux, on travaille régulièrement. Tous les 2 vendredis, je dois aller prendre l'apéro, ça sera le cas ce soir, avec le président de la bourgeoisie. C'est une tradition où l'on parle de la vie du village et de ce qu'on doit développer en commun. Ils nous ont énormément aidés. Ils ont joué un peu le rôle de foncière pour acquérir un ancien atelier de maçonnerie pour y installer nos services techniques. Et comme ils le portent à, pas 100 ans là, mais 1000 ans, puisqu'ils ne vendent jamais rien. Leur statut leur interdit de vendre quoi que ce soit. Donc quand la communauté de communes a dû installer une station d'épuration et qu'il a fallu qu'ils vendent leur terrain à la communauté de communes, ça a été un drame. Ça nous a pris 2 ans de négociations. Donc ils ne vendent pas, mais ils nous permettent d'avoir des services techniques loués à un atelier très très peu cher, quasiment au prix de la charge du bâtiment en fait.
le foncier étant effacé. Et puis, voilà. Alors, sur les limites, c'est cette dureté foncière. C'est vrai que parfois, ça peut paraître un peu lourd, cette forme d'inertie, de ne pas pouvoir céder. Mais néanmoins, c'est rassurant, je pense, pour la commune. Et puis, ce qui est pour moi le plus préoccupant, c'est que forcément, ce système de chaîne de valeur locale, où la valeur produite par les biens qu'ils exploitent, et pas par le foncier, encore une fois, parce qu'ils ne vont pas chercher de la valeur sur la valorisation du foncier, mais seulement sur les biens et services dont leur foncier est support, eh bien, c'est que cette ressource se tarisse et ne leur permettent pas, dans le futur, de maintenir de façon durable leurs biens communs. Et ça, je dois dire que comme maire, je suis autant préoccupée de la santé financière de ma propre commune que de celle de la société bourgeoisiale, parce que, évidemment, que le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer les 500 hectares de forêt, ou l'église, ou le château, eh bien, on aura un problème vraiment collectif. Donc, voilà pour parler de cette particularité qui est à la fois une force, mais aussi, évidemment, une source de préoccupation permanente. Merci beaucoup. On va devoir accélérer un petit peu. Je suis désolé pour les dernières interventions. Monsieur Pasquier, on parle de propriété par les OFS, par des biens communs. Vous êtes donc directeur des investissements à la Société Les Nouveaux Propriétaires. Qu'est-ce que c'est ? En effet, alors c'est un projet que nous menons avec une petite équipe depuis quelques mois, et un peu plus même pour certains. Un projet dont le point de départ de la réflexion est l'analyse sur la situation du logement et sur le fait qu'il y a une crise durable. Le prix du logement en 40 ans a été multiplié par 10 en France, le prix de la propriété, pendant que l'indice des prix c'était x3,5. Et le SMIC x4. Donc on voit bien que le problème est majeur. Et le coût de la construction ne va pas diminuer, puisque les coûts de la construction, ce sont des matériaux, ça ne va pas diminuer, de l'énergie, ça ne va pas diminuer, de la main-d'œuvre, j'espère que les salaires ne vont pas baisser, et des normes environnementales, j'espère qu'on ne va pas devenir moins exigeant. Donc les prix vont continuer à être très élevés, et donc on est dans une crise structurelle. Et on se rend compte particulièrement en ce moment avec l'augmentation des taux, où on se retrouve dans une situation où à la fois les logements ne sont pas achetables, parce que les logements neufs ne sont pas achetables parce que les ménages n'ont pas les moyens, le crédit est trop cher, et ils ne sont pas non plus investissables, si vous me pardonnez ce néologisme, parce que le rendement pour l'investisseur n'est pas suffisamment important, il préfère mettre son argent ailleurs. Donc conclusion, on a un petit problème, comme tout le monde le sait, de construction de logements, alors qu'on en aurait bien besoin. Et une situation très particulière de la France, unique en Europe, c'est qu'on n'a pas d'acteurs avec de grandes foncières privées pour le logement libre locatif. On n'en a pas pour des multiples raisons économiques et sociales que je ne vais pas lister parce que j'ai compris qu'on avait un peu moins de temps que prévu. Et donc, sur ce constat, nous, on s'est fixé comme objectif, alors nous, on est une petite start-up, hein, on s'est fixé comme objectif, 4 objectifs, de faire un produit pour le logement accessible, solvabiliser les ménages. Deuxièmement, acceptable par les investisseurs, c'est-à-dire rentable. Troisièmement, à droit constant, aucun passage devant le Parlement. Et quatrièmement, ne nécessitant aucune subvention d'aucune sorte. Donc c'est une équation pas tout à fait simple, mais on a trouvé quelque chose, et on a appelé ça la néopropriété, dont le principe est d'utiliser le bail emphytéotique pour vendre des titres de propriété à durée limitée, mais longue. C'est-à-dire qu'on vend un titre de propriété pleine, mais pendant 25 ans, un droit réel pendant 25 ans. Et au terme de ces 25 ans, le bien revient à la foncière, et j'expliquerai dans quelles conditions. Et le coût de cet achat pour 25 ans, c'est un premier installement, un premier paiement au début de 50% de la valeur, donc la moitié de ce que c'est de la valeur du neuf, plus pendant la période d'occupation, chaque mois, 0,1% de cette valeur. Ce qui fait qu'en effort mensuel, si vous considérez que vous financez la moitié, vous n'avez aucun apport, vous financez la moitié par crédit, vous avez accès au crédit, ce qui n'est pas le cas évidemment pour payer un loyer, plus la petite redevance, ça vous coûte à peu près 35% de moins que d'acquérir le même en propriété pleine classique. Et ça vous met en coût à peu près, alors un peu plus, un peu moins suivant les territoires, au niveau du loyer que vous payerez pour le même. Et ensuite, sur ça, donc en gros, ceux qui ont les moyens de se payer le loyer auraient les moyens de se payer la néopropriété si elle leur était proposée. Et en plus de ça, on ajoute
2 clauses, 2 options à la main du néopropriétaire, qui sont premièrement une clause d'achat à sa seule demande. À tout instant, il a une valeur qui est connue et il peut acheter le complément de sa propriété. Ça, c'est s'il est bien dans le logement et que ses revenus augmentent, par exemple, et qu'il veut y rester. Et puis, une clause qui sera sans doute plus utilisée, une clause de sortie anticipée, où là aussi, c'est lui qui est seul maître à bord. Hein, comme il est propriétaire, il est seul maître à bord, personne ne peut le mettre dehors. Il n'y a pas de congé pour vente ou quoi que ce soit. Et si à un moment, un événement de la vie le conduit à vouloir vivre ailleurs, naissance d'enfant, nouveau travail ailleurs, que sais-je, il active cette clause et la foncière qui lui a vendu le droit réel est tenue de lui racheter à un prix également prévu à l'avance, qui évidemment diminue dans le temps, qui s'amortit petit à petit au cours des 25 ans. S'il l'active au bout de 3 ans, on lui rachète beaucoup plus cher que s'il l'active au bout de 15. En gros, c'est sa part initiale diminuée de 2% par an. Et donc, j'arrive à la dernière particularité, c'est si jamais il reste au bout de 25 ans, cette valeur de reprise, qui était donc de la moitié du prix, elle a été amortie de 2% par an pendant 25 ans, donc de la moitié. Et donc, à ce moment-là, s'il est resté 25 ans, on reprend le bien et on lui donne la moitié, on lui redonne la moitié de ce qu'il a payé au départ. Donc, il se constitue toujours de l'épargne. S'il active la clause de sortie à tout instant, étant donné que son crédit s'amortit plus vite que 2% par an, il part systématiquement avec de l'épargne. Et donc, si je compare avec de l'épargne mécanique, donc si je compare avec un loyer, le loyer il est totalement à fond perdu, tandis que là, quand on quitte son logement, on repart avec de l'épargne. Et à cela, on ajoute, pour coller à l'expérience du propriétaire, à cela, on ajoute une part de la plus-value. En gros, il fait la plus-value sur la partie qu'il a financée au début. Ça, évidemment, ça dépend du marché. Si ça n'a pas monté, il n'y a pas de plus-value. Mais on le protège contre la moins-value, parce qu'on estime qu'on est des bons investisseurs et que donc on ne va pas investir là où il y aura de la moins-value. Voilà le mécanisme qu'on a inventé, qu'on est en train de déployer. On est en train de faire des premières commercialisations à Nantes et à Noisy-le-Grand. Et on espère en mettre très rapidement 500 000 sur le loyer, sur le marché le plus vite possible. Un dernier mot, je sais que je suis un peu long, mais sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et je le dis, il faut que ce soit rentable, je l'ai dit. Il faut que quelqu'un ait intérêt à mettre la foncière. Pourquoi ça l'est? Pourquoi c'est plus intéressant que de faire une foncière locative classique? Pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'il y a une immobilisation de capital moindre. Vous achetez un bien qui vaut 100, vous en vendez automatiquement 50. Donc si vous êtes investisseur, vous avez que 50 d'immobilisés. Et donc forcément, c'est beaucoup mieux. Premièrement. Deuxièmement, il y a la petite redevance annuelle qui ne fait pas de mal. Et troisièmement, il n'y a absolument aucun frais de gestion, puisque le néopropriétaire est un propriétaire. Il prend toutes les charges, toutes les responsabilités, c'est lui qui est à la copro, il est chez lui avec les avantages et inconvénients que ça pose. Et vous n'avez pas tous ces coûts qui écrasent complètement la rentabilité du locatif. Voilà pourquoi on espère avoir trouvé, pas la martingale, mais une nouvelle étape dans le parcours résidentiel qui pourrait servir à beaucoup de gens. Merci beaucoup, c'est effectivement très intéressant. Non, c'est très bien. Deux dernières questions. Madame Claveyrolle, depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup d'aménagement urbain. Peut-être qu'il ne faudrait pas oublier la fonction nourricière du sol. Est-ce que agriculture, confort de vie et aménagement urbain sont des termes opposés? Pas du tout, pas du tout. Enfin, nous mangeons tous les jours, donc nous avons absolument besoin que l'on vive dans l'urbain ou à la campagne. Nous avons absolument besoin des espaces agricoles. Et il faut pas. Enfin, c'est vraiment une question de. Là aussi, il ne faut pas oublier. Il faut réapprendre et réapprendre tout le temps. C'est une question d'éducation aux gens qui vivent en ville et qui n'ont plus aucun contact avec éventuellement l'agriculture. D'où vient leur nourriture, comment elle est faite, etc. Et donc, on a vraiment une responsabilité en tant que citoyen. Si nous voulons rester autonomes et responsables de la façon dont nous nous nourrissons, nous avons absolument une responsabilité de nous inquiéter de l'agriculture, de quelle agriculture il y a, comment réintroduire éventuellement de l'agriculture en ville, mais l'agriculture urbaine ne nous nourrira pas. Enfin, voilà, il y a différentes études qui ont montré que ça a quand même ses limites. Par contre, le lien entre l'urbain et l'agriculture doit être renforcé et les collectivités doivent s'emparer de ce sujet, de l'alimentation, de la production agricole, alors que ce soit au sein des programmes alimentaires territoriaux ou d'autres façons, et ces décisions doivent se prendre avec les habitants pour remettre de la responsabilité sur cette question. La question, il y a vraiment dans les documents d'urbanisme et dans les documents de planification à remettre ou à préserver en tout cas les sols agricoles, les sols, la valeur agronomique des sols, etc. Et justement, on a
vraiment un impérieux besoin de réussir le ZAN pour préserver ces surfaces agricoles de l'artificialisation. C'est là qu'est notre vraie souveraineté alimentaire. C'est dans l'alimentation que l'on produit à côté de là où on vit. C'est aussi une question d'atténuation du changement climatique, du dérèglement climatique. Et c'est aussi comme ça qu'on réussira la transition agroécologique. Merci. Des messages d'espoir, en tout cas. Pour terminer, Guillaume Fauvet, on l'a vu, hein, beaucoup de projets à mettre en place. Mais se pose toujours une vraie question. Qui est le propriétaire du foncier? Comment on le maîtrise et comment les collectivités se saisissent de ce sujet? L'exemple de la bourgeoisie, je ne sais pas comment vous l'appelez, ça me fait penser aux AFU, aux associations foncières urbaines, où globalement, en fait, les propriétaires seuls peuvent rien faire. Ils sont obligés de se mettre ensemble pour faire un projet. Et puis, si c'est utilisé intelligemment et en lien avec le PLU, ça oblige aussi, pour avoir une valorisation privée, avoir finalement une contribution à l'intérêt général et aux politiques publiques du logement social et des trucs. Je trouvais ça génial. Voilà, moi j'ai dit à mon équipe, c'est ce qu'on va faire. Ils m'ont tous dit, arrête, c'est super compliqué. On ne peut pas faire autrement, un peu plus simple. Et quand les OFS BRS sont arrivés, assez clairement, moi j'avais été chaudé par ce truc-là. Je me dis, bon, c'est pas pour nous, c'est un truc techno, c'est compliqué. Non, mais attends. Et en fait, je me suis posé 3 questions. Je me dis, c'est dans quel secteur qu'on peut appliquer cet outil? Et puis, Renaud, tu l'as dit, c'est vraiment dans des secteurs tendus. Aujourd'hui, j'en reviens parce que je me rends compte que moi, dans ma petite île burgienne, en fait, on a de nouveau une tension foncière. On se rend compte qu'avec la difficulté de produire du logement social et puis avec la signature de la Convention intercommunale du logement qui favorise les plus précaires, et c'est bien normal, ça exclut aussi une partie des gens. Voilà. Et dans le même temps, comme on clame, et je clame en particulier qu'on fait du logement pour tous, qu'il faut faire du 3/3 locatif, accession abordable, et puis du libre et péréqué entre les trois, finalement, je me dis que le BRS, c'est peut-être pas si mal, y compris chez nous. Et puis qu'accessoirement, en fait, avoir en fait, les gens qui peuvent plus acheter en propriété en première couronne chez moi et qui vont en deuxième ou troisième couronne et qui alimentent l'étalement urbain, je me dis aussi que le BRS, ça peut être l'étalement urbain. Et vous l'aurez compris, en allant discuter avec les jeunes générations, on voit qu'ils n'ont pas la même logique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une logique patrimoniale, mais en tout cas pas la même que la nôtre. Donc ça réinterroge les choses. Et je pense qu'il faut qu'on y travaille chez nous. Après, la deuxième question, si le Bressan, voilà, c'est qui c'est qui paye? Parce que c'est bien ce truc-là, mais si on décote le prix du foncier, mais le foncier, il faut bien le payer à un moment donné, dans un contexte où les communes ont plus, un peu moins de marge de manœuvre. Nous, on en a encore. L'agglo peut y aller, mais va se concentrer sur le foncier économique là-dessus, plutôt pour faire des baux. Assez clairement. Donc, les discussions qu'on a eues hier soir, puis à l'éclairage en fait de l'articulation entre l'EPF, le portage de foncier, et la foncière qui le garde aussi, montre en fait qu'il y a plein de solutions. Il y a les minorations foncières, il y a le fonds friche, fonds vert, les usages temporaires qui peuvent générer des loyers, minorer le prix du foncier, et puis plein d'autres trucs aussi. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que je ne sais pas si le BRS en fait est le meilleur outil, mais en tout cas montre en fait qu'il y a des modes de faire différents, et qu'il y a des choses qui sont inventées, adaptées en fonction du contexte du territoire. Et puis la dernière question, c'est ouais, mais à quel prix on achète? À partir du moment où on considère qu'on dissocie le foncier et que c'est un bien public, ça n'a pas la même valeur. Voilà. Moi, je voudrais citer Thierry Repentin qui dit que en faisant un PLU, on n'est pas la Française des Jeux, on n'a pas fait des millionnaires. Alors il faut acheter sans spoliation, sans spéculation, d'accord, mais il y a une vraie discussion là-dessus. Et puis juste pour terminer, quand on regarde quand même tout le pognon qui est mis dans le logement, et puis régulièrement qu'on réinterroge sur l'efficacité, je me dis que globalement, il faut probablement revoir en profondeur le financement du logement et pourquoi pas l'affecter avant tout au foncier. Merci beaucoup d'avoir pu accélérer. Je veux juste dire un mot, mais je vois les regards noirs et accusateurs du premier rang, donc je ne le regarde plus le premier rang. Je dis juste, non mais on ne peut pas se poser, je ne sais pas si vous avez eu le débat hier, mais la question de la régulation du foncier, la question de la valeur du foncier, en éludant une question majeure qui est la question de la fiscalité. Et si on se met pas à se dire comment, très concrètement, d'abord, on arrête les niches fiscales parce que, très honnêtement, elles ont montré leur incapacité à produire quoi que ce soit. Mais 2,
on se pose la question de la fiscalité locale. C'est ainsi qu'on va commencer à penser la question de la rente et à dissocier la question de la plus-value de la rente. On a aujourd'hui une fiscalité locale qui est dépendante entièrement du marché. Je pense aujourd'hui à la baisse notamment des DMTO qui nous touchent une grande partie d'entre nous. Mais si on ne se pose pas cette question, c'est problématique. Or, encore une fois, et je finis vraiment là-dessus, on a un gouvernement qui n'est pas au rendez-vous. Je suis désolé d'amener de la politique là-dedans. Mais quand on supprime la taxe d'habitation, sans lui substituer une vraie réflexion qui aurait pu intégrer la question du foncier, eh bien, on rate un rendez-vous qui est malheureusement un rendez-vous historique. Parce que je crains qu'il n'y ait pas d'autres fenêtres d'opportunité avant des décennies, sauf à aller sur des mesures très impopulaires de notre côté, mais il faudra peut-être que nous le fassions, et que nous posions les bases d'une nouvelle fiscalité locale. C'est ainsi qu'on posera la question de la valeur du foncier. Merci beaucoup. On en termine pour cette table ronde. Merci à tous pour la...